L'actualité malienne est semblable à un feuilleton long et palpitant, plein de rebondissements. Lundi dernier, les autorités de la transition annonçaient avoir déjoué un coup d'État. Petit magnéto. Le gouvernement de transition malien a annoncé avoir déjoué une tentative de coup d'État. Lors d'une allocution télévisée lundi soir, le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, a avancé que les auteurs seraient soutenus par un État occidental, sans préciser lequel. Dans le dessein malsain de briser la dynamique de la refondation du Mali, un groupuscule d'officiers et de sous-officiers antiprogressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. Le gouvernement du colonel Assimi Goïta a condamné avec la plus grande rigueur cette attaque scandaleuse. Une dizaine d'interpellations auraient déjà eu lieu selon un responsable militaire et d'autres seraient encore en cours. Dans le cadre de l'enquête et de la recherche des complices impliqués dans ce projet funeste, le gouvernement de la République du Mali informe que tous les moyens nécessaires ainsi que les mesures appropriées ont été déployés, notamment le renforcement des contrôles aux sorties de la ville de Bamako et aux postes frontaliers du Mali. En outre, les personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice. Le gouvernement de transition s'est voulu rassurant, expliquant que la situation est sous contrôle. En juillet 2021, le président Assimi Goïta avait été visé par une attaque au couteau. Il s'en était tiré indemne. À peine l'info sur le coup d'État était digérée que le Mali annonçait qu'il quittait le G5 Sahel. Fabrice, que se passe-t-il? Je voudrais dire, que se passe-t-il encore au pays de Soundiata Keïta? Alors, c'est dans un communiqué que le gouvernement de transition a rendu public que le Mali proteste contre le refus de ses partenaires de laisser assurer la présidente tournante du G5 Sahel. Une conférence des chefs d'État du G5 Sahel donc était prévue en février dernier à Bamako et elle était censée permettre le passage de relais à la tête de l'organisation. Mais les autres pays auraient fait l'impasse sur cet événement. Et si le colonel Abdoulaye Maïga qui a fait cette annonce à la télévision publique malienne a précisé que les relations bilatérales entre les pays du G5 Sahel avec les pays du G5 Sahel restent maintenues, il dénonce les manœuvres je cite, d'un État extra-régional dont l'objectif serait d'isoler le Mali au sein de la sous-région. Après le départ annoncé du Mali, l'organisation régionale sahélienne est donc réduite à 4 pays, la Mauritanie, le Tchad, le Burkina et le Niger. La France, qui est implicitement pointée du doigt, a regretté cette décision. Pour le Quai d'Orsay, c'est une décision qui remet en cause les efforts régionaux de coopération pour lutter contre le terrorisme et promouvoir le développement et traduit une nouvelle fois un isolement des autorités maliennes de transition. Le G5 Sahel est mort, déclare pour sa part Mohamed Bazoum dans un entretien accordé aux médias français La Croix et l'Obs. Le président nigérien Mohamed Bazoum et de son côté, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni notamment au sujet du G5 Sahel mercredi dernier pour une réunion relative à la paix et la sécurité en Afrique. Les membres du Conseil ont condamné le retrait du Mali de la force régionale et appelé à un renforcement du mandat de la MINUSMA. Alors, Hamzat, est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'on peut établir un lien entre cette annonce d'un coup d'État déjoué, donc actualité purement malienne, maliéno-malienne si on peut dire, et cette histoire du G5 Sahel auquel le Mali ne veut désormais plus participer? Alors, ce qui est certain, c'est qu'un coup d'État aujourd'hui au Mali n'aurait de sens que de ramener le Mali dans le giron de la France et de le faire revenir justement dans les structures qu'il vient de quitter. Donc déjà Barkhane avec la France, Takuba, la force européenne, et aujourd'hui le G5 Sahel. Je ne vois pas un coup d'État qui irait plus loin, je dirais, dans la rupture avec ces institutions-là. Donc s'il y a une tentative de coup d'État, c'est un coup d'État, ce sera un coup d'État réactionnaire, donc un retour en arrière. Maintenant, il y a effectivement une continuité logique. Je pense que le G5 Sahel était en état de mort cérébrale depuis un certain temps et qu'il s'agissait d'acter quelque part une rupture. On sait très bien que Bamako aujourd'hui a de nouveaux partenaires, notamment la Russie.
Et je pense que le Mali est en état effectivement de prendre comme prétexte le refus des autres pays de la sous-région de le laisser présider le G5 Sahel pour sortir, sachant que le pays est également sous embargo vis-à-vis de la CEDEAO. Ensuite, effectivement, sur cette annonce de tentative de coup d'État déjoué, alors il faut savoir qu'il y a dans l'actualité du Mali une succession de coups d'État depuis un certain temps, donc en 2020-2021, et qu'on a bien compris qu'aujourd'hui, il y a des forces réactionnaires qui tentent de revenir et qui tentent de bloquer cette transition. Donc cela est tout à fait plausible. Il y a déjà eu des tentatives d'assassinat, notamment vis-à-vis d'Assimi Goïta. Il y a des volontés de déstabilisation qui sont clairement affichées, notamment par la France, avec des menaces à peine voilées. Donc une tentative de coup d'État est tout à fait plausible et renvoie aussi à cette situation de transition où se pose effectivement la question de par où va-t-on sortir. Parce que la transition, même si ce sont les autorités maliennes qui décident de sa durée, prendra nécessairement fin à un moment. Et donc la question, quelque part, des élections, la question du retour du pouvoir au niveau du peuple va se poser. Et plus ce retour-là tardera, plus on verra effectivement des acteurs frustrés tenter de déstabiliser cette transition-là avant qu'elle n'arrive au bout. Donc je pense que cette tentative de coup d'État déjoué peut s'inscrire aussi dans ce contexte-là, à la fois local, avec des enjeux de pouvoir interne, et en même temps sous-régional, avec effectivement le retrait annoncé dans la foulée du Mali, donc du G5 Sahel, dont effectivement le Niger est un peu le dernier élément stable, puisque au Tchad, au Mali, au Burkina Faso, on a eu des coups d'État qui ont changé un peu la donne. La Mauritanie ne s'est jamais vraiment sentie concernée, même si le secrétariat général se trouve là-bas. Et donc effectivement, Mohamed Bazoum a acté quelque part la fin du G5 Sahel, tout en demandant à la France et à la communauté internationale d'accentuer sa présence dans la sous-région, d'où le fait qu'aujourd'hui, il ne reste plus qu'une institution qui est présente au Mali, qui est la MINUSMA. Donc la question, c'est de savoir si maintenant le Mali va également sortir de la MINUSMA. Alors, Bernard, alors j'ai lu sur Twitter un esprit taquin qui disait finalement le Mali va finir par sortir du Mali lui-même. Est-ce que les annonces de la transition ne risquent pas de donner d'elle l'impression qu'elle est dirigée par des personnes hypocondriaques qui voient les maladies et le mal partout? Je ne vais pas, en tant qu'origine de français, je sais ce qu'est la France-Afrique. Je l'ai vécu, je l'ai subi ensuite quand j'étais à Abidjan avec Gbagbo. Cette histoire malienne, c'est un énième épisode de la relation France-Afrique, au vrai sens du terme. Ce coup d'État, qui s'appelle coup d'État parce que les Maliens disent qu'il y a eu un coup d'État, et il y a sans doute eu quelque chose, il se passe pour la France, par exemple, à un moment où il n'y avait plus de gouvernement en France. Mais quand même, la force, la capacité française de se projeter toujours dans son système france-africain n'a même pas besoin d'avoir un véritable pouvoir gouvernemental en France. Il y a des structures suffisantes pour organiser ce genre de choses. De quoi tu parles exactement? Du dernier coup d'État. Où on dit, le colonel, tout le monde a vu à la télévision, le fameux colonel nous dire qu'il y avait une puissance occidentale derrière. Bon, il aurait pu dire la France, il aurait gagné un petit peu de temps. Et en parlant d'un pays de la sous-région qui était un peu le bras armé de la France dans cette affaire. Sachant qu'il y a des membres de la transition qui l'ont dit de manière plus explicite. Oui, non, mais de toute façon, on sait très bien que c'est la France. Ils ne s'en cachent pas, en fait. Personne ne peut s'en cacher. C'est comme le pays de la sous-région. C'est pas la Sierra Leone, hein. C'est la Côte d'Ivoire. Et quand on D'ailleurs, il y a eu des informations selon lesquelles le Mali a renforcé ses troupes à la frontière. À la frontière ivoirienne. Et quand on voit une carte de Côte d'Ivoire, il y a une partie du nord de la Côte d'Ivoire, qu'on connaît bien, qui est une espèce de doigt dans le Mali, qui est la région de Tengrela. Quand on est à Tengrela, on est à pas 200 km de Bamako. Et si les gars étaient là-bas, c'était pas par hasard. Et puis, alors le dernier petit point là-dedans, et moi sur le coup ça m'a étonné, puis après je me suis dit non, le personnage est suffisamment équivoque pour participer à ce genre de choses, c'est le pauvre Omar Mariko, s'il est impliqué directement ou indirectement, c'est parce que les gens qui organisaient le coup d'État, il fallait mettre une personnalité civile
Ils n'allaient pas faire un coup d'État pour remettre encore un militaire. En plus, donc, bon, il ne peut pas se défendre, il ne peut pas s'expliquer. Donc... Il était déjà en fuite. Donc ils l'ont utilisé en disant tu seras plus en fuite si tu es remis. Et comme il a en plus personnellement une ambition non masquée de pouvoir, historiquement... Et légitime. Légitime tout de même. C'est légitime pour un homme politique. De ce pays, oui, non, mais c'est légitime pour un homme politique de vouloir prendre le pouvoir dans son pays. C'est la base de la politique. Mais il y a des manières de la prendre. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose parce qu'effectivement, dès lors que... Non, mais tout ce que je sais d'Omar Mariko, c'est que pendant la crise ivoirienne, il a été anti-ouattariste à mort. Et je ne l'ai pas lu dans les journaux, c'est parce que quand on était en face à face dans des discussions, je l'ai su comme ça. Bon, Omar Mariko, dans le cas de la crise ivoirienne, a d'abord soutenu les rebelles ivoiriens. Oui, il a failli être le... Et puis, en fait, quand l'ancrage idéologique et la continuité entre la rébellion et Ouattara était évidente pour tous, il a lâché il s'est montré très hostile aux rebelles. Oui, c'est ce que je dis, c'est que c'est un monsieur qui est à géométrie variable dans ces affaires-là et qui pense d'abord à éventuellement son futur, et peut-être qu'il y a eu une conjonction entre les intérêts des uns et des autres. Pour ça, des conditions dans lesquelles ça a été éventé, ça restera à déterminer. L'histoire pourra se pencher là-dessus plus tard, mais on est toujours dans une fragilité. J'ai réécouté Bazoum à la télévision quand il était interviewé par Perelman sur le G5, sur le problème de Barkhane, etc. On sent que Bazoum, il est sur une ligne de crête. D'abord, c'est le dernier pays de la sous-région où l'évolution se fait par des élections et par le respect de la Constitution. Parce que Issoufou, il a fait ses 2 mandats, il a dit je ne fais pas un 3e. On lui a dit, il est hors de question que j'en fasse 3. Et Mohamed Bazoum, qui était dans sa filière, est devenu président, mais par des élections que personne n'a contestées. Et aujourd'hui, donc, quand on voit toute la sous-région, Bazoum, il est sur une ligne de crête, il marche sur un fil. Mais est-ce que justement, Hamzat, Bazoum n'est pas le dernier pion présentable de la France, si on peut utiliser ce mot qui peut être un peu mal perçu, mais bon, on voit un peu ce que je veux dire. Actuellement, oui, parce qu'effectivement, il est arrivé au pouvoir par une voie constitutionnelle et légale. On sait que le Niger est aussi une base pour les États-Unis, notamment la base de drones, donc c'est un endroit vraiment très stratégique. Je crois que récemment, il a rencontré les autorités nigérianes, Buhari, donc il y a aussi quelque chose qui se passe au niveau du Nigeria, en sachant qu'il y a quelque temps, on parlait plutôt de la problématique Boko Haram lorsqu'on évoquait le Niger. Donc il est vraiment quelque part à un emplacement assez stratégique. On voit également, je dirais, des avancées vers le Bénin, le cas de Patrice Talon, le Bénin, puisqu'il y a eu aussi des attaques dans le nord du Bénin. Le Togo commence également à être touché. Donc il y a quelques dirigeants dans la sous-région qui, je dirais, sont en train de monter en grade vis-à-vis peut-être des événements au niveau du Sahel. Et on sait que cela rentre aussi dans le redéploiement des intérêts français, de la présence française, plutôt vers les pays côtiers. Donc le Niger, à ce niveau-là, au niveau du Sahel, reste effectivement le dernier pion, on va dire, stable, qui n'a pas bougé et qui maintient quelque part une allégeance totale à la France. Oui, Fabrice. Pour ajouter, il y a un pion, entre guillemets, qu'on néglige souvent, c'est Nana Akufo-Addo, en fait. C'est le président du Ghana. Président ghanéen qui est président en exercice de l'Union africaine et de la CEDEAO, et qui, pour moi, aujourd'hui, en étant extrêmement favorable à la politique française dans la sous-région, avalise aussi cette politique un peu France-africaine, au final. Sans être dans le giron traditionnel de la France-Afrique, il avalise un peu cette politique. C'est un amour choisi. Voilà, c'est un amour, je ne sais pas si c'est un amour, c'est peut-être aussi des calculs politiques, mais c'est choisi. Mais ce qui est spécial, c'est que Nana Akufo-Addo, justement, avait une très belle image, parce que, justement, il a su se montrer digne quand il était face à Emmanuel Macron, qui revenait du Burkina Faso. Il avait fait la leçon au président Kaboré, et donc il était devenu la coqueluche de la diaspora, Hamzat, et là, bon...
Oui, alors au niveau du Ghana, il est quand même assez contesté. Je sais que sa réélection n'a pas été si facile que ça. Et il y a un certain nombre de mouvements sociaux, progressistes, qui lui reprochent effectivement ses accointances avec certaines forces réactionnaires et conservatrices. Il a des liens avec Abidjan. Il est quand même sur une position très libérale. Donc ce n'est pas non plus, d'un point de vue économique, donc ce n'est pas non plus un révolutionnaire, un anti-impérialiste du tout. Et en même temps, il sait effectivement, je dirais, ménager, séduire. Il est très tactique dans son approche, je dirais, de son pouvoir dans la sous-région. Et ça aussi, c'est quelque chose effectivement qui est assez intéressant, en sachant que le Ghana est un pays qui n'a pas de complexe vis-à-vis de la France, mais qui, pendant un certain temps, devait accueillir la base américaine AFRICOM. Donc je pense que le positionnement des États-Unis dans la sous-région et le dernier rapport qui a été fait au niveau du Sénat américain concernant notamment la surveillance des activités africaines et russes en Afrique est quand même quelque chose aussi qu'il faut souligner. Justement, les enjeux sont énormes dans le Sahel. Est-ce que la posture malienne qui consiste à se retirer du G5 Sahel, elle est viable dans la mesure où il ne peut y avoir de lutte contre le terrorisme dans le Sahel sans coordination intergouvernementale? On a vu que c'est une sorte de feu de brousse qui s'attaque désormais au Togo et au Bénin. Est-ce que Bernard, c'est responsable de ne pas au moins évoquer un substitut au G5 Sahel s'il a failli? Est-ce qu'on peut rester sans rien, sans coordination? Il y a une première chose qu'il faudra, et l'histoire devra le démontrer, et éventuellement le faire apparaître à la surface. On parlait tout à l'heure du Togo, du Bénin, du Niger, du Nigeria, de Boko Haram, du Sahel, etc. Mais les gens ne se posent pas la question de savoir ces générations dites spontanées de terrorisme, est-ce qu'elles sont si spontanées que ça? Moi, je me rappelle, l'ambassadeur américain à Abuja avait été envoyé par Bush dans les années 2005-2006 pour contrer Boko Haram. À une époque où personne ne parlait de Boko Haram. Et puis Boko Haram s'est développé. Il y a eu la crise en Côte d'Ivoire. Qui est devenu l'ambassadeur américain à Abidjan? L'ambassadeur qui était à Abuja avant, à l'époque de la naissance de Boko Haram. On parlait tout à l'heure du Niger et des Américains. Il y a eu, il y a quelques années, 4 soldats de services spéciaux américains qui ont été tués dans une embuscade avec un certain nombre de soldats nigériens. Et Le Drian, à l'époque, avait dit il était à Washington, il avait dit à son collègue à Washington, mais nous, vous savez, les Français, on a des centaines d'hommes, si on peut vous aider dans vos problèmes au Niger. Et réponse de l'Américain, mais nous, on a 1500 hommes au Niger. Et les Américains ont minimum entre 40 et 50 bases non répertoriées en Afrique. C'est pas moi qui le dis, c'est des services américains qui écrivent dans des documents, dans des revues. Il y a l'Africom qui devait s'installer à Accra, qui est sur la base américaine de Ramstein, et tous les ans, tous les 2 ans, il y a la passation de service du patron de l'Africom, comme il y avait la passation de service du patron de Licorne à Abidjan. Est-ce que ça veut dire que finalement le mot France-Afrique est un mot qui masque une réalité plus large, c'est-à-dire les États-Unis d'Occident qui ont des stratégies africaines et des stratégies qui vont se durcir vu qu'on est parti dans une sorte d'affrontement juste pour finir, entre blocs. Oui, je t'écoute. Juste pour finir, et on peut passer éventuellement à ça, mais il n'y a pas un bloc Occident-Afrique. Il y a un bloc occidental, à l'intérieur, il y a des forces qui sont parfois antinomiques. Et la France et les États-Unis, sur l'Afrique, il y a une concurrence. Ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Ouais. C'est pas un long fleuve tranquille. Il n'y a qu'à voir le problème de l'Ouganda, à travers l'Ouganda, ce qui s'est passé au Rwanda. Tous les problèmes de la France au Rwanda, c'est les États-Unis. Hein. Et donc c'est l'affrontement avec les États-Unis. Je ne pense pas que la France soit innocente dans ces problèmes. Non, mais c'est les États-Unis qui ont mis
à Abidjan, on dirait, ils ont mis le sable dans la ticket. Hein. Ça, c'est très clair. C'est une belle expression. Hamza. Non, je pense que c'est très important, puisque bon, dans cette actualité, on a eu également cette réunion entre l'OTAN et la CEDEAO, justement au Nigeria, pour travailler sur des questions on va dire, de sécurisation de divers sujets et d'environnement. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de se jouer aujourd'hui et qui sont peut-être aussi à relier effectivement à cette sorte de nouvelle guerre froide avec la Russie, avec la Chine, qui sont aussi de plus en plus présents en Afrique. Ce n'est pas une petite guerre froide, hein, c'est une grosse affaire qui ne fait que commencer. Je dirais que c'est une affaire qui reprend, parce que là encore, je pense que, comme l'a dit Bernard, il y a une continuité, il y a des relances, il y a des cycles qui apparaissent, et aujourd'hui, sur le continent africain, on est peut-être à une époque qui rappelle un peu celle de la fin des années 80-90, on voit bien que ces régimes dits démocratiques s'effondrent, ne tiennent pas réellement, et qui sont tenus par d'autres intérêts stratégiques. Maintenant, le cas d'un pays effectivement comme le Mali qui se retire du G5 Sahel tout en expliquant qu'il garde ses relations bilatérales avec ses voisins. Alors on peut se demander dans quel sens cela va se faire, puisque bon, ils sont exclus de la CEDEAO, mais ça pose aussi la question, je dirais, des réalignements de pays comme la Guinée, de pays comme le Burkina, dont on ne sait pas très bien quelle va être la tournure de l'actuel régime, mais qui pour le moment reste plutôt proche de la France, mais en tout cas de la possibilité peut-être de voir de nouvelles reconfigurations apparaître dans cet espace-là. Et ça aussi, ce sont des choses qui sont assez intéressantes. Je pense qu'on parlera également du Tchad, où ça bouge, où c'est aussi un pion stratégique pour la France, hein. Ça aussi, il faut bien le rappeler. Et donc tout cela, je dirais, montre qu'il y a des failles et des choses qui sont en train de bouger. Je pense que pour les Américains, ils voient bien que les Français ne tiennent peut-être plus suffisamment les choses dans un certain nombre d'endroits en Afrique. Parce qu'en fait, il y a eu des informations dans la presse qui ont fuité après le vote, le premier ou le second vote au Conseil, pas au Conseil de sécurité, mais à l'Assemblée générale des États-Unis sur la Russie. Le monde a constaté que l'Afrique n'était pas si alignée que ça sur l'Occident, et des informations ont fuité selon lesquelles les États-Unis étaient plutôt en colère, que la France n'est pas bien tenue la boutique et voulait plus s'impliquer pour éviter le basculement de l'Afrique. Oui, tout à fait. Disons qu'au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, les voix des pays africains de l'Assemblée générale, oui, sont généralement alignées. Et là, ça n'a pas été le cas parce qu'il y a d'autres, il y a d'autres rapports de force qui sont en train d'apparaître. Le plus emblématique, c'est quand même Macky Sall. Le Sénégal est le plus grand ami de la France, hein, et le premier pays de la France africaine. Ah non, c'est la Côte d'Ivoire. Hein. Non, je parle historiquement. Il y avait des représentants des villes sénégalaises aux États généraux de la Révolution française. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais la Côte d'Ivoire, depuis au fait, c'est bien rattrapé, Bernard. Oui, mais je parle d'antériorité. Et le Sénégal, en plus, Macky Sall est président de l'Union africaine. Et il n'a pas voté pour la motion occidentale. Et ça c'est un point important. Et quand on parle de l'OTAN, je viens de lire, il n'y a pas 24 heures, que l'OTAN se penchait vers 2 pays de la région atlantique ouest-africaine, pour éventuellement les faire adhérer, parce que c'est un nouveau jeu à la mode à l'OTAN, on veut faire adhérer tout ce qu'on peut, tout ce qui reste. Par association, parce que... Par une forme d'association. Le traité de l'Atlantique Nord, il n'y a pas le mot Europe dedans. Le Canada n'est pas en Europe, c'est l'Atlantique Nord. Et le golfe de Guinée est dans l'Atlantique Nord. On est au-dessus de l'équateur, donc on est dans l'Atlantique Nord. Et on parle de 2 pays. Moi, si vous voulez que je mette une pièce sur la table, je vais vous donner le nom des 2 pays, Côte d'Ivoire et Ghana. Pour des raisons évidentes. Pour la France, la Côte d'Ivoire, et le Ghana à cause d'Akufo-Addo. Parce que la dérive d'Akufo-Addo récemment, qui se réoccidentalise, c'est une dérive. Oui, c'est une dérive par rapport au fameux discours qu'il a tenu devant Macron et qu'il a réitéré dans une réunion à Dakar un peu plus tard, en parlant d'éducation, etc. C'est qu'il y avait un frein à cet occidentalisme de Akufo-Addo, c'était Jerry Rawlings. Et Jerry Rawlings, qui était pro-Dramane dans son parti, a fait voter Akufo-Addo contre Dramane, en disant Dramane n'a pas respecté pour les choses pour lesquelles on l'avait élu. Donc il a soutenu Akufo à titre personnel. Puis Jerry Rawlings vivant, c'était... Jerry Rawlings vivant, jamais Akufo à cette attitude. Du révolutionnaire recommençant qui viendrait... mettre de l'ordre dans la maison, parce que... en plus, Akufo sait que Rawlings avait sorti son père dans un de ses premiers coups d'État. Alors, moi, je voulais juste dire, là où cet atlantisme qui s'étend va être, je pense, rencontrer une espèce de blocage, c'est que
il faut de toutes les façons, quelque part, que les États de la sous-région continuent de discuter la situation d'opposition, de propos belliqueux entre certains États de la CEDEAO vis-à-vis du Mali, les sanctions qui étaient prévues également vis-à-vis de la Guinée, du Burkina Faso. Ça, sur le long terme, j'ai du mal à voir comment ça pourrait tenir. Et je pense que les enjeux locaux, les enjeux de sécurité, parce que mettre fin à sa participation au G5 Sahel implique que le territoire malien ne sera plus utilisé comme avant, parce que dans les accords du G5, qui sera maintenant le G4 ou qui va disparaître totalement, dans ces accords, le territoire malien peut servir aux forces conjointes dans la lutte, dans le cadre de cette lutte. Sauf que maintenant, il y aura des limites. Et c'est là où le calcul même de cette organisation a été faussé. C'est que depuis le tout début de son existence en 2014, il y a toujours eu cette conférence des chefs d'État, il y a toujours eu une passation de pouvoir à la tête du G5 Sahel. Sauf que si on veut parler du grief vis-à-vis d'une junte, le Tchad, puisque Mahamat Idriss Déby est le président actuel du G5 Sahel, le Tchad a bien reçu, même si c'était Idriss Déby dans un premier temps, mais Mahamat Idriss Déby a reçu cette présidence du G5 Sahel. Donc on ne peut pas opposer l'argument d'avoir une junte militaire au pouvoir pour dire ah non, vous ne pouvez pas rester à votre place. C'était pas non plus une démocratie. Déjà. Donc je pense que les enjeux sécuritaires vont revenir en force. Avoir une force conjointe était quand même si ça ne résolvait pas tous les problèmes, était quand même un certain gage de lutte globale et régionale. On peut être d'accord sur le fait qu'on ne peut pas résoudre quoi que ce soit dans la défiance, c'est-à-dire que des forces qui justement s'installent dans des régions frontalières, des forces donc djihadistes, terroristes ou insurrectionnelles, ça dépend, elles ne peuvent pas, on ne peut pas les combattre si on n'est pas coordonné, c'est impossible, Hamzat, d'un point de vue de la stratégie militaire et politique. Oui, ça me semble impossible. Je crois que sur le Mali, grosso modo, il semblerait que la situation dans le nord s'est un peu calmée, mais que ça s'est étendu. Et c'est ça un peu la particularité de ces dernières années, c'est que c'est moins chaud dans le nord, effectivement, sauf le cas de Kidal, mais ça s'est étendu au Burkina Faso, au Niger, etc. Donc il y a quelque chose qui relève vraiment du transnational, qui ne peut pas être traité sans effectivement une coordination des différentes forces armées. Et c'est aussi la question du renseignement, de l'information, des données. Alors là, il y a quand même un nouvel allié qui est la Russie, qui n'est pas non plus n'importe quel pays, mais est-ce que la Russie voudra réellement mettre totalement les moyens nécessaires? Je n'en suis pas certain. Et ils ont d'autres problèmes. Ils ont d'autres problèmes à gérer. De l'avis des autorités maliennes, ils reçoivent actuellement plus d'aide militaire qu'avec la France. C'est dans la défiance, certes, avec Paris, mais c'est ce qu'ils disent. Au Cameroun, on dirait que c'est un match de gueule. C'est pour dire du mal de l'autre. Quand on parle de la Russie, on oublie une chose. C'est qu'on parle des mouvements terroristes, irrédentistes, etc. Il y a plusieurs sources. D'abord, il y a le problème du développement de ces pays qui fait qu'il y a un terreau favorable à mobiliser des populations pour leur dire vous aurez un avenir meilleur avec nous, etc. Le Hezbollah n'est pas vu au Liban comme il est vu ailleurs. Pour le Libanais de base, le Hezbollah, c'est l'école, c'est la santé, etc. C'est l'Algérie. Bien sûr. Parce que c'est le problème numéro un. Le Mali, tant que l'Algérie tient à ce que le Mali soit comme ça, le Mali n'a pas de gros soucis à avoir. Parce que les mouvements irrédentistes du Nord, ils sont dans les mains des Algériens. Absolument. En fait, on pense qu'ils sont des Algériens. Non, ils le sont essentiellement. Ouais. Et l'essentiel des dirigeants sont des Algériens. Parce que l'Algérie a quand même payé le prix fort. Oui, mais ça, c'était des affaires internes. Oui, le terrorisme, c'était une lutte interne. Mais ce terrorisme a été, entre guillemets, vaincu à une époque. Une partie des terroristes a été recyclée par l'ancien DRS. Certains membres de ces rébellions sont aujourd'hui devenus des agents. Ce sont un peu les pétainistes qui ont été recyclés dans la France. On recycle.
Tout le monde recycle. Le premier président de la Commission européenne, c'était Walter Hallstein, qui était un général SS, qui a été pris sur le champ de bataille de Normandie, envoyé dans un camp dans le Mississippi, retourné par les Américains, et devenu président de la Commission européenne. Mais quelque part, donc les recyclages se font partout et en toute époque. Ces djihadistes algériens qui attendent dans le nord Mali, ils sont un danger aussi, une menace pour l'Algérie. Si les Algériens les gèrent mal, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'ils les gèrent mal. Et derrière les Algériens, il y a les Russes. Et Lavrov. Il y a quand même des Maliens qui font partie de ces groupes terroristes. C'est pas comme si Non, mais c'est ce que je disais. Il y a le problème aussi de l'émergence des pays qui fait qu'il y a des gens qui sont sensibles. Et au Mali, il y a plusieurs raisons. Et puis il y a des mouvements politiques et il y a des mouvements ethniques aussi. Parce que je me rappelle, j'étais à Tombouctou en 1994 pour une conférence, etc. Et le gouvernorat nous demandait de mettre les voitures dans la cour du gouvernorat tous les soirs, en février 1994. Parce que la nuit, les Touaregs rentraient dans la ville et l'armée malienne... des Touaregs, hein, pas les Touaregs. Des Touaregs rentraient dans la ville. Mais il y avait un irrédentisme. Aurait l'Algérie à maintenir cette situation La première situation pour l'Algérie, elle est très simple, c'est d'emmerder la France. Non, mais c'est surtout renvoyer en coup de billard, se taper sur la France. Est-ce que l'Algérie est si éloignée de la France? Moi, j'ai l'impression que c'est souvent du cinéma. Non, parce que quand on regarde, les liens sont très forts entre les élites des deux pays. La France-Algérie, c'est quelque chose qui brasse quand même beaucoup plus d'argent que, par exemple, que la France avec le Mali, etc. Bon, disons qu'il y a des Algériens dans le nord Mali, et il y a des Maliens aussi. Il y a des jeux très nets de certains États. Mais bon, Hamzat. Non, mais je pense que de toute façon, la solution finale, elle revient aux Maliens. Donc je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui. C'est dans quelle mesure ils vont déjà trouver effectivement de nouveaux partenaires pour se sortir de la question sécuritaire. Et puis effectivement, c'est pas que la question sécuritaire, c'est-à-dire qu'il y a ce prisme-là qui est encore présent, mais c'est effectivement quel nouveau Mali inventer, quelles nouvelles institutions mettre en place, quelle relance sur le plan économique à mettre en place pour un pays qui a plus ou moins vécu en autarcie, qui est enclavé. Donc il y a beaucoup de choses, je pense, à repenser aujourd'hui, et c'est à cela, je pense, qu'il faudra effectivement s'atteler dans un contexte qui est assez hostile, il faut bien le dire, qui est assez hostile du fait justement des acteurs ivoiriens et autres dont on a parlé tout à l'heure.